Bonsoir à tous, bienvenue au journal, édition de ce vendredi 21 août 2020 que nous ouvrons en fait de société. La ville de Douala est plongée depuis les premières heures de ce vendredi 21 août 2020 dans de gigantesques inondations, de graves inondations qui sont donc causées par la forte pluie qui s'est abattue depuis la nuit de jeudi 20 août 2020, une situation qui crée beaucoup de désolation dans des foyers. Et vous dites Jean-Jean Yedna et Patrice Foucault, aucun quartier ni presque n'a donc échappé au furie de cette inondation. Et des sons dissonants des commerçants du marché Madagascar dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Apparemment, l'équipe AVS ont déposé beaucoup d'argent aux grands patrons. C'est ce que les rumeurs disent. Ils sont en train de revendiquer, non, ils vont m'enlever des gré ou de force. Ils vont miser leur argent et après ils restent au quartier. Ils vont travailler au haut. Ils ont beaucoup mis d'argent en haut, ils ont financé. Je suis un pauvre, je n'ai pas l'argent pour négocier. La raison pour laquelle ils demandent qu'ils veulent libérer le bureau, c'est les commerçants qui décident, ce n'est pas moi. Si les commerçants décident, demandent que je quitte, moi je vais quitter. Mais tant que les commerçants sont avec moi, j'attends. Mon ancien collègue, M. Ngounou, n'est ni commerçant dans le marché A, n'a ni impôt, même dans le marché B, qu'il a une boutique. Il n'a pratiquement rien. Mais depuis au début, c'est toujours ce M. Ngounou qui crée le désordre. Nous l'avons dit qu'il laisse cette histoire passer. Il a dit que non, il ne peut pas. Et hier, il a promis chez les régisseurs que si on ne prend pas sa liste, même comme il ne paie rien, qu'il n'a pas de boutique, il ferait son maximum, tout ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. À quelques minutes des élections, des nouveaux présidents du marché AEB de Madagascar, les esprits surchauffent, des voix s'élèvent et les camps s'affrontent. Il y aura élection aujourd'hui, parce que ça fait 6 mois que la mairie de la ville nous dérange. Et l'autre jour, ils ont demandé qu'on fasse des campagnes et tout, qu'il y aura élection jeudi. Voilà les commerçants. Ils sont là pour voter le président. Les commerçants vont voter le président aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Même Bassandi qui descend, voilà les commerçants de Dakar voter le président. C'est aujourd'hui qu'on va voter ça. C'est trop. Ici à Dakar, il n'y a pas d'élection ici à Dakar. S'il y aura élection à Dakar, monsieur le super-maire va nous donner une note pour nous dire qu'il y a élection et les commerçants se préparent. Bon, le film que Azogo, 4e adjoint au maire, joue à Dakar, nous on ne veut pas ça. Ça fait 12 ans que je suis installé à Dakar. Je n'ai jamais vu un règne de 2 présidents. À la dernière minute, on ne sait même pas. Ça va dans tous les sens. Voilà une journée perdue pour les commerçants. Et demain, il va falloir que nous payons les tasses. Dans quel compte nous allons payer? Quand chaque fois on nous mobilise ici à la maïtude, il y a élection. Il y a élection. Donc nous demandons pardon. Nous demandons pardon de grâce au super-maire de mettre la clarté dans toutes ces choses-ci. Parce que nous ne comprenons plus rien. Passé les échauffourées, la commission électorale prend finalement place et les consignes de vote données aux commerçants électeurs selon les prescriptions du super-maire et sous la coordination du 4e adjoint au maire de la ville de Douala. Si quelqu'un n'est pas un commerçant, si quelqu'un n'est pas un vendeur du marché, s'il va voter, on va disqualifier, on va ouvrir son enveloppe et voir pour qui il a voté, on va rejeter la liste. Parce que ce n'est pas les amusements. Il faut des élections libres et transparentes. Et que le meilleur gagne. La paix que le président Paul Biya recherche dans ce pays, que cette paix règne au marché Madagascar. Et au terme du scrutin, qui s'est achevé tard dans la nuit du jeudi 20 août 2020, les candidats Tamo Edmond et Youdom Emile ont été portés respectivement à la tête du marché AEB de Madagascar. Je peux vous dire que vraiment depuis 6 mois, nous avons beaucoup discuté au marché. On a eu trop de problèmes.
Depuis 6 mois, ça ne va pas au marché. Mais aujourd'hui, le tenant a permis que tout s'arrête. J'ai gagné les élections presque à 100%. Et ça me réjouit. Ça réjouit les commerçants. Les impressions sont bonnes, je suis satisfait. Et il faut donc avouer que ça n'a pas été facile. Parce que ce que nous avons vécu tous ces derniers temps comme événement dans le marché Dakar était de nature à mettre l'attention. Mais je crois que ces élections sont venues pour apaiser tout ce qui avait comme tension. Ces élections sont venues pour faire revenir la paix dans le marché. La paix et le calme seront-ils enfin de retour au lendemain de cette autre élection au marché Madagascar de Douala? Les prochains jours nous le dirons davantage. Et nous étions là plutôt au marché Madagascar dans le 3e arrondissement de la ville de Douala où les élections des présidents des marchés A et B ont s'est tenues mais sous fond de tension. Et je vous annoncer à l'ouverture de ce journal en fait de société la ville de Douala qui est donc qui a les pieds dans l'eau depuis la nuit de jeudi 20 août 2020. Et vous dites Jean-Jean Edna et Patrice Foucault qu'aucun quartier ni presque n'a échappé à la furie des eaux. Reportage. Faute d'autres moyens, après l'envahissement total de leurs maisons et des rues de la ville de Douala, transformées en cours d'eau et autres que piscines, le temps du transport, par pirogue pour certains et une piscine partie pour d'autres. Le gars tape plus sa meilleure nage, donc il a la piscine olympique ici. Aucun quartier, ou presque, de la capitale économique du Cameroun n'a pu échapper à cette colère des eaux qui ont quitté Rigole, Drain, Caniveau, Ruisseau et même le fleuve Vouri. Grave. Il y a une maman avec les enfants qui étaient dedans, 3 enfants avec sa mère. On a retiré le bébé de 2 mois dans l'eau là. On a amené à l'hôpital de l'Opom ici. Tu as compris, non? On a sauvé les enfants. C'était difficile. C'est mes enfants qui sont entrés là-bas, aller retirer les enfants là. Maintenant, on a retiré la mère aussi. Elle est sortie. Bon, depuis le matin, l'eau est montée grave dans les environs. Il y a trop de pluie. Et nous tous en sortant de la maison, on a oublié notre voisine là. Et l'eau est arrivée à un niveau où on ne peut plus arriver là-bas. Donc c'est très compliqué. Donc depuis nous sommes là, on réfléchit comment faire pour arriver là-bas, mais il n'y a pas moyen. L'eau a tout calé. C'est le voisin qui me réveille que non, il y a l'eau partout. Je me tourne et vois seulement comment l'eau est sortie, ça a coupé la maison et partout. Ça a coupé la maison par chambre, ça a coupé la maison et ma étude. Et j'ai amené mes amis pour qu'on aille sauver les gens. Sauver les gens. On souffle. On souffle, on souffle. Comme des pouvoirs. Ne prenez pas l'argent, vous remplissez que vos poches avec. Oui, on souffle. Quand vous donnez l'argent, pardon, travaillez. Voilà les drains d'eau. Et on dit qu'on a débloqué les milliards. On fait quoi avec l'argent d'État? C'est pour... De gigantesques inondations causées par des fortes pluies qui ont bloqué les principaux axes de la ville de Douala et paralysé la circulation et autres activités. Oui, je suis sorti pratiquement depuis 6 heures de la maison. J'allais à Bepanda Tonnerre payer mon billet pour voyager à 22 heures pour l'Ouest pour un deuil. Malheureusement, j'ai été bloqué. Je suis parti de chez moi, de l'hôpital général, d'abord par la vallée de l'hôpital. C'était bloqué. J'ai longé à pied. Je me suis retrouvé ici à Paris presque à midi pour être dans une bonne voie. Malheureusement, c'est toujours bloqué. Depuis le matin, on souffre. Partout est inondé. À Douala, on souffre. Partout. Toutes les autorités, ils devaient aller au travail. Partout est bloqué. Il faut nous voir, monsieur le président. C'est vous qui avez le seul espoir de haut là. Aidez-nous, monsieur le président. Venu s'enquérir de la situation dans plusieurs quartiers de sa circonscription administrative, sinistrée par ces orages, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e a été lui-même tenu en respect par la furie des eaux. Vraiment, c'est grave. Vous voulez le constater, c'est vraiment grave. Ce matin, nous avons fait le tour partout. C'est inondé dans certaines zones. L'Archipel Missoké, à Pisport,
Carrefour, Maïtu, Mbanya, c'est vraiment grave là-bas. Non, mais jusqu'à quand on était sur le terrain, on n'a rien constaté et on n'a rien observé. Rien de perte de vie humaine a été annoncé. Moi-même, j'ai observé sur le terrain, il n'y a rien à signaler à ce qui concerne le perte de vie humaine. Cette forte pluie qui s'abat depuis la nuit du jeudi jusqu'en fin de journée de ce vendredi 21 août 2020 n'a heureusement pas enregistré de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels et psychologiques sont importants. Le quartier Forêt-Bar à Bonabéry, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, n'a pas échappé à la furie des eaux. De ce côté-là, les populations accusent donc le mauvais état des canalisations ainsi que la pénétrante ouest de la ville. Les détails de Frédéric Montomé. Au quartier Forêt-Bar à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, la pluie a dicté sa loi. Conséquence directe, les inondations dans ce quartier populaire et populeux de la sortie ouest de Douala. Surprise par les eaux de pluie, dans la maison d'habitation, les populations sinistrées pointent un doigt accusateur au drain et au caniveau complètement bouché. Paraît-il que les gens, je me dis que c'est ça qui fait en sorte que les eaux ne circulent pas pour le train. Pour d'autres habitants encore, au lieu d'y faire pluie. D'ailleurs, ces populations ne manquent pas de lancer un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Maintenant, on a envoyé tout l'eau dans notre quartier. Il faut qu'on trouve une solution pour cette rue de Forêt-Bar. Je prie beaucoup le gouvernement de regarder cette route de Forêt-Bar. Pieds et meubles dans l'eau de pluie, chacun y va de sa méthode et de sa manière pour se débarrasser de ce trop-plein d'eau de pluie. J'ai prévu un motopompe pour pouvoir refouler de l'eau dans ma concession. Enlever l'eau de pluie pour remettre tout en place et en ordre dans les maisons d'habitation. De la santé publique, le docteur Manaouda Malachi était face aux hommes du 4e pouvoir contre le coronavirus pour ce qui est du Cameroun. Les précisions de Jean-Oscar Libok et Bertrand Angoula. Le Cameroun pourrait être l'un des premiers pays et des sacrifices à tous. Le Cameroun passe pour être le pays qui aura maîtrisé et présenté à plus de 91% de guéris au Covid-19. Et ces points ne sont pas à négliger. Pour cette conférence de presse du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, pour donner la situation exacte de la lutte entamée contre le nouveau coronavirus. Pour qu'on y arrive, il nous faut des sacrifices. Il nous faut en réalité encore 2, 3, 4 semaines de sacrifices énormes. Parce que si chacun à son niveau, au moment où nous sommes, nous disons nous ne voulons plus une nouvelle contamination et donc nous respectons les mesures barrières, nous portons systématiquement nos masques, nous pouvons en arriver là. La stratégie mise sur pied a permis en ce jour d'avoir ces résultats. Quant à savoir avec la probable ouverture des frontières, le Cameroun est aussi assez bien paré pour permettre le contrôle efficace du flux des voyageurs qui viennent des pôles, des foyers où sévit encore la pandémie. Pas que la décision d'ouverture des frontières est prise par le président de la République. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est de nous préparer. Éventuellement, si le président décidait à ouvrir les frontières tel ou tel autre jour, que nous soyons prêts et que nous ne soyons pas surpris par l'arrivée massive des personnes. Déjà, nous avons fait des choses. Première chose, nous-mêmes. Vous savez très bien, dans le cadre de la préparation de notre pays, nous avions déjà eu à installer des équipements dans nos frontières. Ces équipements, ont été renforcés de nos portes d'entrée. Pour un même malade, les différents diagnostics se contredisent. La fiabilité, c'est lequel? Le diagnostic le plus fiable qui soit aujourd'hui. Et ça peut se comprendre, la situation du monsieur peut se comprendre. C'est pour cela que nous avons d'ailleurs mis en place un algorithme de dépistage. Lorsqu'on fait un TDR, en réalité aujourd'hui, lorsqu'on fait un TDR, l'algorithme prévoit que si le TDR est positif, ça signifie que vous êtes positif. Donc même si vous allez faire une PCR, ça sera positif. Quant à savoir la collaboration du ministère de la Santé publique et la médecine traditionnelle, où en est-on? Que nous sommes là-dessus avec le ministère de
de la recherche scientifique, le ministère de l'industrie, hein, parce que la multiplication à l'échelle, c'est le ministère de l'industrie. Et donc les équipes sont en train de travailler, encore en discuter. Mais nous sommes dans une démarche de recherche, d'accompagnement pour une solution endogène. Il est alors clair que la lutte contre la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée, d'où la vigilance à observer, ainsi que le respect des mesures barrières, parmi lesquelles le port obligatoire des masques. Il peut arriver que si vous faites la PCR, ça soit positif. Et toujours en rapport avec cette pandémie Covid-19, parlons de l'impact de cette crise sanitaire au niveau du Cameroun. On parle donc de 70 000 emplois perdus depuis la survenue du coronavirus au Cameroun. Tel est donc le résultat d'une étude que vient de mener le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui déclare que 96% des entreprises au Cameroun ont été impactées suite donc au coronavirus. Les précisions de Jean-Marie Mambélé. Les entreprises camerounaises ont été fortement touchées par la survenance du Covid-19 dans notre pays, ce qui a entraîné la perte de 70 000 emplois par les citoyens camerounais. Selon une étude réalisée par le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, 96% des entreprises du pays ont été négativement impactées selon cette étude réalisée auprès de 200 témoins d'entreprises et de 25% de grandes entreprises. Un mauvais état de santé des entreprises qui a entraîné une perte de CAM avait déjà lancé l'alerte concernant la perte d'emploi au Cameroun. L'Organisation des patrons du Cameroun annonçait dès lors la dégradation continue dans les entreprises modernes concernant les emplois. Une dégradation qui aboutit inéluctablement à des mises en chômage technique chez 42,6% de ces entreprises, sans oublier des licenciements de personnel permanent chez 12,4% des entreprises. Globalement, il faut dire que 53 346 employés sont en chômage technique et 13 834 employés permanents ont été licenciés. Et l'actualité dans la région de l'extrême nord. À présent, c'est un ouf de soulagement pour les populations de la belle ville de Maroua qui viennent donc de recevoir la visite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, venue remettre les clés de 100 logements sociaux à des acquéreurs qui sont repartis heureux. Les précisions de Patrick Gagnon et Seydou Fondier. Et donc là, nous signalons cette visite de Madame Célestine Ketcha-Cortez dans la région de l'extrême nord, plus précisément dans la ville de Maroua, qui a remis donc les clés pour 100 logements sociaux à des acquéreurs. Nous reviendrons donc sur cette information. Population sinistre. Il a d'ailleurs tenu une réunion de crise ce jour, réunion à laquelle il a prescrit que des campagnes de lutte contre l'insalubrité soient donc instaurées. Frédéric Moutonnet et Christian Tamfo. Capitale économique du Cameroun. Toutefois, cette montée significative des eaux de pluie, avec des dégâts matériels importants, a imposé une communication de Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région littorale, qui, déplorant cette situation. Je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, au travers des structures de la météorologie, nous a prévenus depuis le mois de juin que les averses qui se dessinaient à l'horizon devant concerner les mois de juillet et qu'à cet effet nous devions prendre certaines mesures. Nous avons ainsi engagé les municipalités dans la zone du littoral à pouvoir anticiper par des travaux de curage des caniveaux. Et fort heureusement aussi avec la campagne lancée par la ville la plus propre entre les cités de Yaoundé, de Douala et de Limbé a été impulsée pour que nous puissions avoir un milieu sain. Et vous comprenez avec moi que
beaucoup de nos municipalités se sont jetées à l'eau pour pouvoir curer les caniveaux. Caniveaux et les drains, j'entends. Malgré ce dispositif préventif, Douala est tout de même englouti par les eaux de pluie. À la mairie de la ville, le problème est ailleurs. Douala effectivement fait face à deux phénomènes qui malheureusement arrivent concomitamment. Le premier, c'est que depuis à peu près 3h30, 4h du matin, il y a de fortes précipitations. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, la pluie tombe. Nous avons, dans les semaines qui précèdent, curé des drains, des caniveaux. Mais c'est parce que ces caniveaux sont désormais remplis. Pourquoi? Ça, c'est le deuxième phénomène. Il y a la mer, le niveau de la mer a augmenté. Il était de 2,70 m à partir de 7 h du matin. D'après la météo marine, ce n'est que vers 14h28 que le niveau de la mer reviendra à 0,60 m. Et là, les eaux vont commencer à s'écouler vers la mer. Donc les drains sont remplis, ne peuvent pas écouler l'eau vers la mer. C'est plutôt l'eau qui vient de la mer qui rentre dans les terres. Avec les fortes précipitations, vous ne pouvez rien faire et on ne peut avoir que des inondations. Et alors que les secours se mobilisent sur le terrain, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Cependant, le comité régional de crise, convoqué par le numéro 1 de la région littorale, se concerte à Bonanjo et évoque déjà quelques pistes de solutions pour faire face aux inondations. Faire attention, laisser les voitures déjà garées pour que les services de secours puissent circuler librement. La deuxième chose, c'est que les gens qui habitent les bas-fonds doivent les évacuer. Et la troisième chose, c'est que nous allons intensifier plus que par le passé la libération des drains. Nous avons déjà commencé, mais nous allons accentuer. Même si pour l'heure, la situation semble sous contrôle, à raison de la diligente mobilisation des autorités administratives, municipales et forces de maintien de l'ordre, le pire, quant à lui, est loin d'être derrière nous, surtout que les grandes précipitations annoncées par la météorologie ne sont toujours pas tombées. La ville de Douala reste donc fortement menacée par les pluies et très certainement par les inondations. Merci à vous Frédéric Moutomé et Christian Tamfou. Les encouragements du 19h45 à toutes les familles durement éprouvées suite à ces inondations. En sport, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la Confédération africaine de football fixe de nouvelles dates pour la phase éliminatoire. Les sélections engagées rentrent en scène en novembre prochain. Zobel Apollinaire Bon. Initialement prévue en 2021 au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations de football va finalement se jouer en 2022. Ce décalage d'une année est une décision prise à l'unanimité par le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football association compte tenu de la pandémie du Covid-19. La Confédération africaine de football, par le biais de son secrétaire général, Abdel Mounaïmba, a donc saisi par voie de correspondance, il y a quelques jours, ses associations membres pour leur préciser les différentes dates de reprise des éliminatoires de cette compétition, brutalement interrompue au mois de mars dernier à cause du Covid-19. Ainsi, il ressort que les 3e et 4e journées se joueront du 9 au 17 novembre prochain. Les 5e et 6e journées, quant à elles, sont programmées du 22 au 30 mars 2021. Rappelons que c'est au total 48 équipes reparties en 12 groupes de 4 équipes chacun qui prennent part à ces éliminatoires. Le Cameroun, pays hôte, logé dans le groupe F, occupe la 2e position avec 4 points après 2 journées, juste derrière le Mozambique, leader de ce groupe. Toujours en sport, championnat professionnel de football au Cameroun. La reprise est prévue pour le mois de septembre prochain. L'annonce vient donc d'être faite par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Une fois encore, Zobel Apollinaire Bon. Le communiqué rendu public par Benjamin Balok précise que le coup d'envoi de la Ligue 1 professionnelle du Cameroun sera donné le 26 septembre prochain, le 10 octobre, pour la Ligue 2.
Cette sortie du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football était fortement attendue par les acteurs du football camerounais privés de leur passion depuis le mois de mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus. Une pandémie qui continue de dicter sa loi, mais l'instance fêtière du football camerounais a décidé de lancer les hostilités tout en tenant compte des restrictions qu'elle impose. Le retour imminent dans les stades est une interpellation à l'endroit des différents clubs engagés dans ce championnat professionnel pour que ceux-ci puissent se mettre à la page après plus de 5 mois de repos. Pour le match d'ouverture des Ligue 1 du 26 septembre prochain, la Fédération camerounaise de football a porté son choix sur PWG de Bamenda, champion du Cameroun, et qui aura comme adversaire l'Union sportive de Douala. Réunis autour du président du CISEC, le syndicat des clubs d'élite du Cameroun, plusieurs présidents des clubs avaient posé des conditions avant le démarrage du championnat. Celles-ci portent notamment sur la mise à leur disposition des stades gazonnés, de la subvention de l'État, la recherche des sponsors, pour ne citer que cela. Des revendications qui jusqu'ici sont restées lettres mortes parce que n'étant peut-être pas au centre des préoccupations actuelles de l'instance en charge du football au Cameroun. L'actualité internationale de ce vendredi 2020 nous conduira tour à tour au Mali et puis en Russie. Au Mali, l'imam Diko, figure de l'opposition, se prononce, une communication qui était attendue quelques jours seulement après la destitution d'Ibrahim Boubacar Keïta. Figure emblématique de la contestation qui a émaillé ces derniers mois le Mali, l'imam Mahamoud Diko, dans un entretien exclusif, est revenu sur ses motivations. Pour lui, la situation sécuritaire que vit le pays depuis plusieurs années, exacerbée par une crise socio-économique et politique avec les élections, l'ont poussé à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple malien pour éviter l'effondrement de la nation. Je suis musulman et je parle arabe. Cette double qualité suffirait à certaines mauvaises langues pour le travail, pour installer un État théocratique. Je ne suis pas au pouvoir et je n'y serai pas. J'accompagne une jeunesse qui aspire au changement pour des raisons légitimes d'ordre socio-économique. Nous devons éviter que ces jeunes deviennent la proie facile des vendeurs d'illusions. Revenant sur la transition en cours dans son pays, l'imam Mahamoud Diko, à travers le M5 RFP, coalition de l'opposition, affirme avoir pris acte de la déclaration faite le 19 août 2020 par le Comité national pour le salut du peuple, qui, selon lui, a mis en avant l'engagement d'ouvrir une transition politique civile. L'imam Mahamoud Diko est tout à fait conscient de cette vérité qui dit que le pouvoir use, le pouvoir affaibli et le pouvoir terni sont détenteurs. Et Mahamoud Diko veut toujours être considéré comme l'autorité morale, comme étant la personnalité refuge vers laquelle les hommes politiques pourront s'adresser en cas de conflit, en cas de difficulté. Il est évident que le mariage entre les religieux reste difficilement à sceller. Et Mahamoud Diko est évidemment conscient de cela. De sortir de cette crise, il dispose d'un aura, il dispose d'une bonne image qu'il va vouloir éviter de ternir en s'engageant dans un combat politique en tant que tel. À travers son message, il invite tous les Maliens à cesser les hostilités et à s'inscrire dans une vision unitaire permettant de mutualiser les efforts en vue de relever les défis de développement et de paix. Et puis en Russie, le principal leader de l'opposition est hospitalisé. Il est dans un état plutôt critique, Alexei Navalny. Les nouvelles qui viennent de tomber ne pourra pas être transférées. Euronews pour les détails. Ce café de l'aéroport de Tomsk a été fermé suite à l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny. Selon ses proches, le leader de l'opposition russe y aurait bu un thé, la seule boisson qu'il aurait ingérée avant que son état de santé ne se dégrade subitement lors d'un vol entre la Sibérie et Moscou. L'avion a dû atterrir d'urgence et l'opposant politique hospitalisé dans un état grave. Suite à ce drame, la France et l'Allemagne ont rapidement proposé d'apporter leur aide. Un avion médicalisé a décollé de Berlin cette nuit pour gagner la Russie avec à son bord du matériel médical et des médecins. En ce qui concerne Navalny, nous avons bien sûr été très consternés en apprenant la nouvelle selon laquelle il est à l'hôpital, dans un état qui, d'après ce que nous avons entendu, est très inquiétant.
J'espère et je souhaite qu'il puisse se rétablir le plus rapidement possible. Ce qui a été proposé par la France est aussi valable chez nous. Il est évident que l'Allemagne lui permettra de bénéficier de toute l'aide médicale nécessaire, y compris dans les hôpitaux allemands. Mais il faut bien sûr que ce soit un souhait exprimé. L'objectif final serait de rapatrier l'opposant politique. Mais selon sa porte-parole, le médecin en chef juge que l'état d'Alexeï Navalny est instable et ne lui permet pas d'être transféré à l'étranger. Elle dénonce cette décision qui pourrait, toujours selon elle, menacer sa vie. Note en Russie, ressassant l'état critique du principal leader de l'opposition, Alexeï Navalny, que nous refermons cette édition du journal. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui sont mobilisées. Passez une excellente soirée, un très bon week-end et que Dieu bénisse le Cameroun.